Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire spécial. Comme partout en France et dans le monde, nous sommes sous le choc après les attentats meurtriers du vendredi 13 novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait à ce jour 129 morts et plus de 300 blessés. Face à ce drame, nous avons décidé d'offrir cette conférence en ligne afin de vous accompagner dans cette épreuve. En ces heures si tristes, notre rôle est plus que jamais celui de vous permettre d'agir et de créer le changement que vous souhaitez voir. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Nous avons Jean-Michel Guret est psychothérapeute d'État, inscrit sur le registre national ADELI, diplômé en thérapie cognitivo-comportementale. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Afika, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir réinvité aussi vite d'ailleurs. C'est vrai que l'actualité est particulièrement lourde et on a discuté avec Rafika de la possibilité de tenir encore un webinar compte tenu aussi de l'aide qu'on a déjà pu apporter en utilisant l'EFT à certaines personnes qui se trouvaient au Bataclan. Donc en fait moi je me suis un peu progressivement spécialisé dans le traitement du stress aigu et post-traumatique. J'ai eu l'occasion d'aider des militaires, des policiers, des personnes victimes d'attentats ou victimes de catastrophes naturelles comme par exemple en Haïti où j'ai fait 2 missions. C'est vrai que c'est des situations très particulières, très engageantes aussi pour les aidants que nous sommes. J'ai également aidé et accompagné des centaines de personnes vers la mort en fait, puisque j'ai fait du bénévolat pendant plusieurs années dans le domaine des soins palliatifs. Donc l'idée de ce soir, c'est de faire passer plusieurs messages. D'abord, je voudrais parler un peu de la difficulté qu'on peut avoir en tant que thérapeute ou en tant qu'aidant naturel, c'est-à-dire en tant que personne proche des gens qui ont vécu les attentats, la difficulté à les aider. Ensuite, on parlera plus spécifiquement de ce que c'est que cette notion de stress post-traumatique, de stress aigu et non pas stress post-traumatique, et je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas encore parler de ça. Et puis, le cœur en fait de l'intervention, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut aider des personnes qui ont été directement touchées par les attentats, éviter aussi de faire des choses qui n'iraient pas dans le bon sens. Voir également comment on peut aider les proches, parce que vous allez voir que dans la définition du stress aigu, il y a les personnes qui ont des enfants, des frères, des sœurs, des parents qui ont vécu ça, sont également directement impactés. Et puis aussi, il n'y a qu'à voir autour de nous, il y a énormément de personnes qui, même sans avoir connaissance de personnes qui étaient présentes sur les lieux des attentats, sont très très bouleversées. Là, je termine une formation d'EFT qui a duré 5 jours. C'est vrai que le climat était vraiment particulier. On pouvait sentir cette espèce de chape d'énergie négative peser sur les gens. Et puis on terminera avec les conclusions et puis aussi en même temps je vous parlerai d'un réseau d'aide qu'on a lancé, qu'on est en train de structurer. Alors c'était bien avant les attentats parce que ça fait plus d'1 an qu'on a commencé à travailler sur la construction de ce réseau et comme justement une des fonctionnalités de ce réseau c'était de faire du bénévolat, je vous dirai ce qu'on propose justement aux personnes qui sont dans le besoin et qui sont victimes directes ou indirectes de ces attentats et des répliques auxquelles on assiste comme celle qui a eu lieu cette nuit. Alors justement, Jean-Michel, comment aider les victimes directes à surmonter le traumatisme suite aux attentats de vendredi? Alors, justement, on va y venir et on va détailler. Ce que je voudrais quand même faire, c'est quelques mises en garde. C'est-à-dire que là, on va parler de l'EFT, de comment est-ce qu'on peut l'appliquer. J'ai reçu déjà des personnes dans mon cabinet suite à l'attentat. On a commencé la démarche en EFT. Là, j'étais vraiment ravi tout à l'heure, parce que juste quelques heures avant qu'on démarre ce webinaire, j'ai eu un retour.
la jeune femme me disait, donc en fait ils étaient en couple durant l'attentat, elle me disait, cette nuit on a pu dormir complètement sans se réveiller et sans prendre de somnifères. Et elle constate que les symptômes sont vraiment nettement améliorés. Et donc on s'est vu hier midi, elle a pratiqué l'EFT, ils ont pratiqué l'EFT principalement sur des symptômes physiques et déjà ils ressentent une amélioration sensible. Alors, il faut rester très prudent, hein, c'est pas de la magie non plus, l'EFT, c'est une technique qui je pense peut vraiment être utile. Moi je l'ai vu dans de très très nombreux cas, sur des scènes avec des personnes choquées, et c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Je voudrais dire aussi que si après avoir pratiqué l'EFT, pour les personnes qui sont touchées vraiment le plus fortement, que vous ne constatez pas d'amélioration, surtout faites-vous aider par des professionnels de la santé mentale qui sont spécialisés dans le traitement du stress aigu. C'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. Donc c'est utile d'avoir des gens qui connaissent comment traiter ces symptômes-là. Et surtout, ce qui est très important, c'est de ne pas rester isolé. Donc, parce qu'il y a une tendance qui peut arriver chez certaines personnes de se recroqueviller, de se replier sur soi. Donc surtout, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Après, je voulais également faire passer un message aux volontaires qui se manifestent en EFT, qui veulent aider. Bien sûr que c'est possible, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, mais pas n'importe quoi. D'abord, il faut vraiment être dans la bienveillance et la sécurisation des personnes, et surtout être déjà soi-même bien ancré, les pieds dans le sol, et pas parce que c'est très très impactant pour les thérapeutes et les aidants de travailler dans ces conditions, parce que la détresse de l'autre nous active énormément. Et on va voir aussi, on terminera je pense par une pratique collective, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, pour vous montrer, pour mettre en œuvre l'EFT. Donc je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut procéder, je vous montrerai en détail les points, je vous donnerai aussi des pistes pour télécharger là tout de suite pendant le webinaire ou juste après des vidéos qui vont être très utiles et qui vont reprendre en détail tout ce que je vous explique. Vous aurez également accès à un e-book d'une 60aine de pages qui détaille un peu ce que c'est que l'EFT, ainsi qu'une fiche A4 qui résume tout ça. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment des outils très concrets, c'est gratuit, vous avez simplement à les télécharger. Hein. Alors, ce qu'on peut dire en préambule et en guise d'introduction, c'est que ça nous concerne tous. C'est-à-dire que d'après les études qui ont été faites, 90% de la population vivront au moins un événement traumatique ou profondément bouleversant au cours de notre vie. Et en fait, la mort soudaine et imprévisible d'un proche touche environ 60 personnes de la population. Donc, ce qu'on va voir, c'est que même si ça ne vous concerne pas tout de suite, ça pourra également être utile dans le futur. Donc, ce que je vous disais déjà, c'est que c'est quelque part un énorme défi que de vouloir et de pouvoir aider des gens qui sont touchés à ce point-là. C'est-à-dire qui ont vécu l'horreur totale et absolue. Il y a une effraction totale de toutes nos croyances, de toutes nos valeurs. On est complètement submergé. En plus, ce que me racontaient les personnes, ça a duré 2 heures. Vous imaginez à quel point il y a eu une activation de toute leur physiologie. C'est vraiment un truc absolument incroyable. Je n'entrerai pas dans le détail de ce qu'ils m'ont raconté, d'abord pour préserver et par respect de ce qu'ils m'ont dit, et puis ensuite pour pas non plus retraumatiser les personnes. Parce que le fait est que le moindre déclencheur va réactiver. Donc je pensais ce matin en écoutant les reportages à la radio, l'état dans lequel pouvaient être les personnes qui continuent à écouter les reportages. Le simple fait d'entendre les détonations de Kalachnikov les réactive instantanément. Donc en fait, déjà, une bonne chose à faire, c'est de se mettre à distance des médias pour éviter dans un premier temps de continuer à se traumatiser. Donc cette détresse à laquelle on est confronté,
elle nous interpelle vraiment profondément. D'abord parce qu'on se dit, mais ça aurait pu être moi, ça pourrait m'arriver. Donc, en tant qu'être humain, on est forcément tous hyper impactés. En tant que thérapeute aussi. Et c'est pour ça que là, on a lancé un mouvement de bénévolat. Les consignes qu'on donne dans notre réseau, qui s'appelle EFT Pro, c'est surtout de ne pas prendre trop de personnes. Parce qu'en fait, tous les thérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec des personnes en état de stress aigu ou de stress post-traumatique savent très bien qu'il ne faut pas avoir trop de patients, parce que sinon, c'est le thérapeute qui va être directement impacté. On appelle ça la fatigue compassionnelle ou le traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'à force d'entendre les discours encore et encore, on est forcément impacté. L'intérêt de l'EFT, c'est que, et ça je le dis vraiment parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui font des thérapies cognitivo-comportementales ou autres, qui ne connaissent pas cet outil, qui pourtant est vraiment un outil totalement adapté au protocole de thérapie cognitivo-comportementale. L'intérêt, c'est qu'on montre à la personne comment faire. Et donc, en fait, on stimule des points d'acupuncture. Et quand on stimule ces points d'acupuncture, on observe différents phénomènes. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail puisque c'était l'objet de ma précédente mini-conférence sur le web. Mais simplement, en ce qui nous concerne, c'est qu'on va avoir une action sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'on va avoir une réaction de calme. On active la branche dite parasympathique qui permet de revenir au calme. Et on a également une action sur les structures cérébrales en lien avec la peur, et ça permet en fait de modifier les réactions initiales qui ont été enregistrées au moment du traumatisme. Et donc, comme on est en train de montrer l'exemple aux personnes, par exemple en stimulant ce point qui est directement lié avec la peur, c'est des petites simulations manuelles, c'est vraiment hyper simple, on a une action sur notre physiologie et ça nous permet de nous calmer. Donc en tant que thérapeute, c'est vraiment un super outil parce que ça évite aussi que nous, on se charge. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est bien, et c'est super généreux d'être dans le bénévolat. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que il y a un des écueils qu'on observe dans l'assistance aux personnes victimes d'attentats, etc., c'est que bien souvent, au démarrage, il y a plein de gens. Et puis qu'une fois que le soufflet médiatique retombe, très souvent, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer sur différentes scènes d'attentats, eh bien, il y a plus de journalistes et il y a plus de cellules, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aide et les personnes se retrouvent isolées. Donc le sens en fait de l'engagement qu'on prend auprès des personnes qu'on va aider bénévolement, c'est de les aider dans la durée. Et ça, c'est, je pense, hyper important, c'est-à-dire qu'on peut les suivre pendant des mois et pour voir cette évolution et être comme ça aidant à leur côté. Ce que je voulais dire également, c'est que par rapport à l'accompagnement qu'on peut faire avec ces personnes, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que pour d'autres troubles anxieux. Et le point fondamental, c'est que dans un attentat, c'est différent d'une catastrophe naturelle. Parce que c'est, quelque part, on se dit, voilà, c'est la nature ou c'est le hasard, etc. Là, c'est des hommes qui viennent tuer d'autres sciemment. En plus, c'était fait d'une manière absolument atroce. Après les rafales, c'était des coups isolés. Enfin, c'était vraiment... J'imagine un peu le stress des personnes, parce que quand elles me l'ont raconté, heureusement que moi aussi, j'étais en train de me stimuler, parce que franchement, c'est assez éprouvant d'entendre tout ça. Il y a une effraction au niveau d'une croyance de fond, c'est que quelque part, on est un peu programmé pour penser que l'homme est bon par essence. Eh bien, tout ça, ça vient voler en éclats. Et ça peut se propager vraiment à l'environnement immédiat et encore plus aux inconnus. Donc, aussi en tant que thérapeute, psychothérapeute, on peut se retrouver en face d'une personne qui, naturellement, sans avoir vécu ça, nous aurait a priori fait confiance, alors que là, pas du tout. Et donc ça peut être vraiment créer une espèce de méfiance, une distance qui va perturber complètement le lien thérapeutique. Donc, la nature même de ce genre de traumatisme, ça va demander aussi une prise en charge
qui va être plus longue et beaucoup plus complexe. Et notamment parce que justement, on va avoir des personnes qui risquent d'être hyper réfractaires et on peut se retrouver complètement dans une impasse et les gens après s'isoler. Bon, ceci étant dit, franchement, avec l'EFT, c'est possible d'aider les gens, mais très vite, très simplement. Et à mon avis, la chose la plus simple à faire, et la plus rapide et la plus efficace, c'est de rester hyper simple et c'est de se concentrer et de travailler avec les gens déjà sur ce qu'ils ressentent. En fait, juste notre première séance, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire de demander aux personnes, elles ne racontent pas, on pose pas de questions sur ce qui s'est déroulé. La première question, c'était qu'est-ce que vous ressentez physiquement dans votre corps? Et là, la personne a commencé à dire qu'elle avait une douleur prise, une tension dans la nuque derrière. On a travaillé là-dessus jusqu'à ce que ça diminue. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera plus en détail de comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs points importants qu'il faut respecter. Il faut savoir qu'il y a des experts qui se sont réunis au niveau international relativement récemment, puisque les études datent de 2009-2010, et qui indiquent quels sont les points principaux à respecter quand on veut aider des personnes victimes de ce genre de traumatisme. La première chose, c'est vraiment d'arriver à établir un sentiment de sécurité. Donc ça passe pas spécialement par la technique, ça passe par de la chaleur humaine, de la relation. Donc la personne, elle a besoin, qui est traumatisée, elle a besoin de sentir qu'en face, il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est en lien avec elle, et puis surtout qui a vraiment les épaules solides. Parce que, comme le disait la jeune femme dans le couple que j'ai reçu, elle me dit, là, moi, j'ai plus de filtre. Donc, il y a tout qui sort, je balance vraiment tout à mes amis, comme ça sort, et des fois, ça peut vraiment choquer. Donc, plus la personne va se sentir en sécurité, et plus elle sera à même de faire un travail dans sa tête qui va résorber progressivement le trauma. Il faut qu'elle soit en mesure aussi de s'apaiser, donc travailler dans un environnement qui va être sans avoir trop de bruit autour. Il faut arriver à la faire. Ce qui va être très efficace aussi, c'est de leur permettre de regagner rapidement un sentiment d'auto-efficacité ainsi que d'efficacité pour les autres. C'est-à-dire à partir du moment où la personne elle sent que finalement elle remonte la pente elle-même, toute seule, eh bien ça amplifie encore le bénéfice. Et là, le l'EFT est particulièrement intéressant parce que c'est un outil d'auto-aide. Donc en fait, au cours de la séance et au cours de notre webinaire, je vais vous transmettre les basiques de la technique et déjà, vous pouvez les appliquer sur vous. Et comme ce qui s'est passé dans notre séance d'hier, les personnes ont senti que effectivement les douleurs lâchaient les unes après les autres, qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient en train de se mettre en place, ça accélère vraiment le traitement. Et après, quand ils quittent la séance, mais ils ne sont pas dépendants de leur thérapeute, ils sont juste, ils se rendent compte que finalement, ils ont l'outil pour eux-mêmes et qu'ils sont en train de progresser dans leur autotraitement. Et en même temps aussi, là, ce que me disait la femme, elle me dit en fait, je ne sais pas si c'est très bon parce que comme on a vécu l'événement, certes au même moment, mais d'une manière différente, on a des réactions qui sont différentes. Par exemple, moi, il y a des fois où ça va bien et c'est lui qui a tendance à me traîner vers le bas et inversement. Et bien là, ce qu'on a mis en place comme procédure, c'est qu'ils puissent travailler l'un avec l'autre et quand l'un voit que l'autre va pas bien, ok, il lui dit on va se faire une séance de FT. Et du coup, le feedback était vraiment très, très, très positif dans ce qu'elle m'a retransmis. Le quatrième point qui est important, c'est aussi de rester en lien avec les autres. On dit que l'homme est un animal grégaire, on a besoin des autres, on a besoin d'avoir du lien, donc à tout prix éviter l'isolement. Ceci dit, on n'a pas forcément besoin du lien avec tout le monde et n'importe qui. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui sont en souffrance et autour de vous, vous allez avoir, on va dire, deux catégories de personnes. Les personnes qui vous apportent de l'énergie, avec lesquelles vous vous sentez super à l'aise,
qui vous font du bien, et puis celles qui vous font pas de bien, même si elles sont très bienveillantes, mais voilà, il y a quelque chose qui vous sentez que ça vous plombe, et bien dans ce cas-là, vous leur demandez gentiment de respecter votre espace. Vous avez besoin justement de vous concentrer sur vous et d'être nourri par de bonnes énergies. Et puis le 5e point qui est important également, c'est d'arriver à redonner de l'espoir. Parce que bien souvent, quand on a vécu ce genre de choses, l'avenir semble bouché, on perd confiance dans l'humanité, dans l'avenir, etc. Et ça aussi, ça sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Il y a également des études récentes qui montrent que sur ce qu'on appelle le trouble de stress aigu, on montre l'effet positif d'actions qui vont avoir pour objectif de distraire l'attention de la personne. Et en fait, quand on est en train de penser à ce qui s'est passé et qu'on fait cette stimulation, les stimulations, en plus de leur action au niveau cérébral, au niveau du système nerveux autonome, au niveau du système énergétique des personnes et endocrinien, on a un effet également de distraction qui a une action positive sur l'atténuation et l'élimination des flashbacks, qui est un des symptômes très courants dans le cas de stress post-traumatique. Donc en fait, l'EFT, dont on va parler, va nous permettre d'avoir vraiment d'obtenir une prise en charge avec des personnes qui ont vécu directement, leurs proches qui en fait l'ont vécu indirectement, mais qui sont aussi et qui peuvent être aussi en état de stress aigu, et puis donc, comme je vous le disais, la population dans son ensemble qui est évidemment touchée par ces actes de barbarie. Alors, si on regarde ce qui définit d'après la communauté des psychiatres, en fait, il y a un gros manuel qui est une bible, on appelle ça le DSM, c'est édité par une association de psychiatres américains et qui regroupe des psychiatres du monde entier. Dans la définition de l'état de stress aigu, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est ce qui est consécutif à une exposition à la mort effective ou à une menace de mort. Donc on voit bien avec ce qui s'est passé, c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, mais justement on est en plein là-dedans. Donc on peut être impacté en étant directement exposé soit à un ou plusieurs événements traumatiques, en étant témoin direct. Donc juste être dans la rue et d'avoir entendu, etc. En apprenant qu'un ou plusieurs événements sont arrivés aux membres de notre famille ou à des proches. Donc également, ça fait tout à fait partie. Donc il y a certaines personnes qui, si elles développent les symptômes dont on parle, et alors qu'elles n'étaient pas sur les lieux, il n'y a rien d'étonnant, ou en étant exposées de manière répétée ou extrême à des événements traumatiques, donc ce qu'on va voir par exemple avec les pompiers, avec les militaires, etc. Et on peut parler de stress aigu à partir du moment où on a au minimum 9 symptômes dans la liste de ce que je vais vous dire. Donc il y a ce qu'on appelle les symptômes envahissants, c'est des souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants. Donc tout d'un coup la personne, elle revit l'événement, elle y repense sans arrêt et elle se sent à ce moment-là complètement dans la détresse. Les rêves, s'il y a des rêves qui se répètent encore et qui provoquent un état de détresse, de déprime en lien avec l'événement. La troisième chose, c'est des réactions dissociatives, c'est-à-dire la personne, tout d'un coup, c'est comme si elle était plus là, comme si elle pensait que l'événement traumatique allait se reproduire. On peut observer aussi des sentiments intenses et prolongés de détresse psychique lorsqu'on est exposé à des éléments qui peuvent nous faire penser à un des aspects de l'événement traumatique. Par exemple, hier, je me promenais dans la rue à Lyon. Il y a eu des pétards lâchés par quelqu'un. Il y a eu immédiatement un mouvement de panique. On voit bien que les gens ils sont complètement activés.
Également, dans les symptômes, il y a l'humeur négative, donc l'incapacité à éprouver des émotions positives. Après, il y a tout ce qu'on appelle les symptômes dissociatifs. Donc, c'était le cas, par exemple, de la personne que j'ai reçue. Elle me disait, j'ai l'impression de percevoir bizarrement la réalité. C'est un peu comme si je me voyais moi-même. Elle m'a même dit que durant ce qui était en train de se passer, elle s'est volontairement dissociée, comme si elle voulait sortir de son corps pour justement moins sentir ce qui se passait. Il y a également l'incapacité de se rappeler un aspect important de l'événement traumatique, parce qu'il y a une sorte d'amnésie qui se produit à ce moment-là. Les personnes font aussi de l'évitement. Donc en fait, les pensées arrivent, on les repousse. On fait des efforts aussi pour éviter certains endroits, certaines conversations ou certaines personnes qui peuvent éveiller ces souvenirs-là. Le sommeil est impacté. Donc en fait, là, ce que me racontait le jeune homme, c'est que dès qu'il s'allongeait, qu'il fermait les yeux, il avait tout de suite un visage d'une des personnes qui était à côté de lui qui revenait, qui le perturbait, avec une pression très forte dans la poitrine, etc. Il y a aussi le comportement irritable, on peut avoir des accès de colère, de l'hypervigilance, être à l'affût de tout ce qui se passe, des difficultés de concentration, ça on peut l'observer directement avec les personnes lorsqu'elles nous parlent, elles perdent le fil de la discussion et puis elles disent j'en étais où, etc. Des réactions de sursaut exagérées simplement à un claquement de main par exemple. Voilà. Alors, on parle de stress aigu à partir de 3 jours après l'événement. Donc là, en fait, parce que on peut être impacté et puis ça diminue dans les 3 jours. S'il y a une persistance des symptômes que je viens d'évoquer au-delà de 3 jours et jusqu'à 1 mois, eh bien, on parle de stress aigu. Après 1 mois, on parlera d'autre chose, de stress post-traumatique. Voilà. Donc, toutes ces perturbations vont vraiment entraîner une détresse qui est vraiment significative, avec un fonctionnement social complètement perturbé, professionnel également. Voilà. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a eu des études faites sur la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui est touchée. On s'aperçoit que le trouble de stress aigu, il est identifié dans moins de 20% des cas après des événements traumatiques, qui n'implique pas une violence interpersonnelle. Parce que quand il y a une violence interpersonnelle, comme dans les attentats, là, on monte jusqu'à 50%. Donc, c'est énorme. Ok, donc, la question maintenant de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser l'EFT avec ces personnes. Alors, il y a 2 choses. Il y a, avec des thérapeutes, par exemple, ce qui va être important, c'est que dès la première séance, la première chose à faire, c'est établir vraiment le climat de confiance dont je vous parlais. Donc, travailler sur l'alliance thérapeutique. Être là, être à l'écoute, être dans le lien, pas avoir de projet particulier, accueillir la personne dans son intégralité, avec ses émotions, avec ses ressentis. Il y a quelque chose aussi qui va nous aider à le faire et qui est important, c'est la psychoéducation. C'est-à-dire qu'avant de commencer quoi que ce soit dans notre séance, la jeune femme avait plein de questions. La question c'est, voilà, il m'arrive ci et ça, est-ce que je ne suis pas en train de devenir folle? Donc en fait, le fait de pouvoir parler des symptômes du stress aigu, et c'est pour ça que j'étais aussi peut-être un peu long et un peu théorique au départ, c'est de pouvoir expliquer aux gens que finalement ils ne sont pas tout seuls et que les symptômes, ils sont écrits dans des livres et que donc tout ce que la personne vit, eh bien c'est tout à fait normal. Parce que quand sur les 14 critères, vous en avez 13, il y a de quoi se dire, là j'ai quelque chose qui dans mon cerveau fonctionne plus. À partir du moment où vous êtes capable de dire, ben non, parce que justement cet état-là, c'est au moins 9, voire plus des symptômes de cette liste, ben, vous voyez que vous êtes complètement dedans. Et donc, quand on arrive à nommer déjà le trouble dont souffre la personne, il y a déjà une sorte d'apaisement. On peut aussi installer ce qu'on appelle ça un lieu de sécurité. C'est-à-dire prendre un temps avec la personne
pour lui dire, ok, est-ce qu'il y a un endroit, un lieu ou quelqu'un qui vous évoque vraiment la sécurité? Et là, l'idée, c'est d'amener la personne à nous parler de là où elle se sent bien. Alors ça pourrait être par exemple dans la chambre de ma grand-mère, quand j'étais petit, je venais me réfugier. Ça pourrait être aussi un endroit totalement imaginaire, comme par exemple, j'ai eu le cas avec certaines personnes qui me disaient, ah ben, moi je me sentirais vraiment en sécurité dans une sorte de château fort. Donc on prend un temps qui va durer 5 à 6 minutes pour accompagner la personne dans sa représentation en fait. Et on va lui demander d'observer les détails, tout ce qu'elle peut voir, peut-être qu'elle peut entendre aussi des bruits comme, je sais pas moi, des oiseaux qui chantent, et ça traduit à l'intérieur d'elle-même une espèce d'état voilà, de sérénité. On cherche à amplifier cet état de sérénité. Et une fois qu'on a accompagné la personne à être dans cet état de sécurité, eh bien on va faire ce qu'on appelle un ancrage. On pourrait par exemple lui demander de serrer la main droite. Si elle est droitière, comme ça, à chaque fois qu'elle serre la main droite, elle a tendance à revenir dans cet état de sécurité. Ça, c'est des préalables qui peuvent être très importants en fonction des personnes et de l'état dans lequel elles sont au départ. Et vraiment, là, ce qu'on peut faire dans ce premier contact, c'est simplement de demander aux personnes, ok, sans me parler de ce que vous avez vécu, dites-moi juste là dans l'instant, comment est-ce que vous vous sentez? Et à partir du moment où la personne se connecte et qu'elle va sentir une douleur, une pression dans la poitrine, un nœud dans le ventre, etc., là, on va commencer à appliquer l'EFT. Alors, c'est quoi l'EFT en fait? Donc, c'est une technique qu'on appelle psychocorporelle. Psycho parce que normalement, on demande aux gens de penser à un problème, sauf que ça, on va l'éviter tout de suite. Et on fait des stimulations sur des points d'acupuncture. Alors, je vous renvoie à la précédente conf. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que la stimulation de points d'acupuncture a une action au niveau des structures cérébrales qui sont en lien avec la peur. Donc, il y a eu également d'autres études qui montrent un comparatif entre les stimulations manuelles ou les aiguilles. Parce qu'on se dit, ah mais les aiguilles, ça doit être plus performant. Ben, en fait, les études montrent que c'est au moins égal, voire éventuellement un petit avantage pour les stimulations. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on stimule un point d'acupuncture, on appuie sur les structures de la peau, etc., du tissu conjonctif, qui ont des structures cristallines. Et il y a un effet de piézoélectrique qui fait qu'on envoie une charge piézoélectrique à l'intérieur du corps, à l'intérieur des méridiens, et que ça a un impact très positif et au niveau du système nerveux et au niveau du cerveau. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça avec des personnes, par exemple, qui sont là en train de nous écouter et qui, à l'évocation de tout ce que je viens de raconter, se sentent pas très bien? Eh bien, vous vous centrez simplement sur votre corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer là pour vous? Par exemple, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'émotion et qui ressentent une espèce de boule dans la gorge. Eh bien, en EFT, on va stimuler cette partie de la main qu'on appelle le point karaté, parce que les karatékas cassent des briques, notamment avec cette partie-là de la main. Nous, on va la stimuler. Donc, en fait, on la stimule avec 4 doigts, simplement comme ça. Et on répète une phrase qui combine 2 choses. La première, c'est l'exposition au problème. Donc en fait, le problème, là, il est physique. J'ai une boule dans la gorge. Et on va dire, même si j'ai cette boule dans la gorge, la deuxième phrase va être l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Donc on va dire, je m'accepte comme je suis, pour faire simple. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est, j'accepte la personne que je suis avec cette boule dans la gorge. Donc, on va répéter cette phrase 1 à 3 fois. Même si j'ai cette boule dans la gorge, je m'accepte tel que je suis. Et ensuite, on va stimuler un ensemble de points qui sont des points d'acupuncture. Donc, par exemple, celui-là, c'est le 2e point du méridien de la vessie. Le point se situe très précisément au niveau des sourcils. Ici, début du sourcil. Le 2e point, il est au coin de l'œil. Alors, toutes ces infos, vous allez les retrouver d'une manière très détaillée dans les vidéos que vous allez pouvoir télécharger. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà les télécharger. L'adresse du site internet, c'est www.eft-pro.fr
pro.com. Donc vous pouvez déjà aller... donc là vous allez voir, hein, télécharger le kit. Et en téléchargeant ce kit, on appelle ça je veux le kit, vous avez un bouton rouge, vous cliquez dessus. Vous allez avoir le kit de démarrage en EFT. Il y a 10 vidéos d'explication. Il y a une fiche A4 qui résume la séquence et puis un petit livret de présentation. Donc je vous invite à aller télécharger ça tout de suite. Donc on était au point là, au coin des yeux. Il y a un autre point qui se trouve sous les yeux. Donc c'est à la verticale de la pupille. Quand je regarde droit devant moi, au niveau de l'orbite de l'œil. Ensuite, on a un point qui se trouve juste sous le nez là. Donc si on stimule avec 2 doigts, vous serrez bien vos doigts. On a également un autre point qui se trouve juste sous la lèvre inférieure, au niveau de la petite fossette. Ensuite, le point carrément le plus important pour nous, il est en lien avec la peur et l'anxiété. Vous repérez sur vous, donc vous avez les clavicules qui arrivent là jusqu'au niveau du sternum. Au niveau du creux sternal, là où on a le nœud de la cravate pour les hommes, vous avez les 2 petites boules qui terminent les clavicules. Vous marquez ce repère-là. Et en fait, vous descendez à 45 degrés en oblique vers l'extérieur, environ 2 cm et demi. Voilà. Vous êtes là, et sur ce point, vous stimulez comme ça. Alors, vous pouvez serrer les poings comme ça, et mettre la main à plat. Voilà. Ce point il est hyper important, il est vraiment en lien avec la peur, c'est le point des phobies par exemple, et ça aide, on appelle ça le point d'urgence, nous en EFT, ça permet de poser les personnes. Ensuite, vous avez un point qui se trouve sous le bras. Le point il est dans le prolongement là de l'aisselle et il descend jusqu'à l'horizontale du mamelon chez les hommes et milieu du bandeau du soutien-gorge chez les femmes. Il y a un autre point également qui se situe juste sous les pectoraux. Donc pour les dames, c'est sous les baleines du soutien-gorge qu'on peut stimuler également comme ça. Ensuite, on a d'autres points. Donc ça, on a fait le tour du point du visage et du haut du buste. Et on va avoir des points qui se situent sur la main. Alors, premier point, c'est à la base de l'ongle du pouce côté extérieur. Et puis on va stimuler le même endroit, la base de l'ongle de l'index, côté extérieur, du majeur. Ce doigt-là, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Vous stimulez le petit doigt. À nouveau, vous repassez sur cette partie de la main et vous terminez. Alors, entre l'annulaire et le petit doigt, vous avez une sorte de sillon comme ça. Et vous mettez 4 doigts à l'intérieur et vous stimulez. Et là, vous êtes sûr d'être aussi sur ce point-là. Donc en fait, en résumé, alors il y a même un autre point qui se trouve sur le haut de la tête également. Si on rajoute le point qui se trouve sur le haut de la tête, ça nous fait 15 points à stimuler. Après, il y a différentes manières. On n'est pas obligé de tous les stimuler déjà pour avoir un résultat qui fonctionne. Et on fera ensemble une séquence de FT pour les personnes qui le souhaitent à la fin. Et vous verrez une manière encore plus raccourcie de pratiquer l'EFT. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Il suffit ensuite, donc j'en étais à ma phrase, même si j'ai cette boule dans ma gorge, je m'accepte tel que je suis. Il suffit ensuite de stimuler les points en restant centré sur le problème. Donc, on peut répéter j'ai une boule dans la gorge, cette sensation dans ma gorge. On n'est pas obligé de le dire à chaque fois. Mais on stimule les points. Ce qui est important, c'est de stimuler 7 à 10 fois les points. Alors, ils sont latéralisés, hein, les méridiens sont répartis de chaque côté du corps. Donc, on peut stimuler un seul point, soit à droite, soit à gauche, soit les deux en même temps. Ça, c'est un peu comme, moi par exemple, j'ai des lunettes, je vais stimuler juste ce point en tenant mes lunettes, voilà, et puis là je vais repartir sur les deux mains. Ici c'est plus facile de stimuler un seul côté où ça pourrait être celui-là, et après je passe sur les doigts. Et ça, en fait, le fait de multiplier ces interventions somatiques, c'est-à-dire ces stimulations répétées, commence à avoir une action vraiment en profondeur au niveau des structures cérébrales et au niveau de notre système nerveux. Et déjà, rien qu'en faisant ça, normalement, vous devriez observer une amélioration des symptômes. C'est-à-dire qu'on fait par exemple un enchaînement, on commence ici et on stimule tous les points. Quand on arrive, on stimule après les points de la main. Quand on arrive sur le dernier point,
On marque une pause et on demande à la personne. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez une boule dans la gorge. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, on peut coter cette boule dans la gorge sur une échelle subjective de 0 à 10. La personne peut nous dire « Ah bah oui, tout à l'heure, c'est marrant, elle était à 8. Là, ça a diminué. C'est peut-être à 3. » Ce qui s'est passé avec le jeune homme avec lequel j'étais en train de travailler, c'est que lui, il avait une tension là derrière la nuque. La tension derrière la nuque, elle a commencé à lâcher. Et puis, au bout d'un moment, il n'avait plus de sensation là. Mais il a une autre sensation qui est apparue au niveau du plexus. On a donc retravaillé, on a fait une deuxième ronde en disant, même si j'ai ce point au niveau du plexus, je m'accepte comme je suis. Et on a enchaîné sur ce point dans mon plexus, cette sensation dans mon plexus, ça m'empêche de respirer. Là, je répétais simplement ce qu'il me disait. Voilà, je l'accompagnais à faire la même chose. On a fait ça. Et après, il y a eu la sensation, elle est passée, il a dit c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle a traversé mon corps, je la sens derrière, là, au niveau des côtes. On a refait à nouveau encore une séance là-dessus, jusqu'à l'apaisement total. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lui ne connaissait pas du tout cette technique. Au départ, il était extrêmement réticent. Il a dit, moi, j'ai jamais vu de psy de ma vie. Il ne se sentait pas à l'aise. On en a profité pour faire une petite ronde, d'ailleurs, ce qui l'a bien fait rire, en disant, même si je ne me sens pas du tout à l'aise avec un psy, parce que c'est la première fois que j'en vois un et qu'il est un peu bizarre celui-là, il me fait faire n'importe quoi, je m'accepte tel que je suis. Donc ça a un peu aussi amené un peu plus de légèreté, parce qu'on a profité pour rigoler ensemble. Et ça a balayé le problème. Après, on s'est centré sur ses sensations physiques à lui. Voilà. Et donc, au bout de, ça faisait quoi, une dizaine de minutes qu'on avait commencé à faire ça, déjà, il rentrait beaucoup plus favorablement dans la séance. Alors, avec certaines personnes qui sont vraiment dans un état de faiblesse, ça suffira largement pour là, voir les premières séances, de travailler uniquement sur les sensations physiques. Bon, il se trouve que là, on a pu rentrer sur le deuxième niveau du travail, qui était de parler des émotions. Émotions de tristesse, émotions de peur. On aurait pu en découvrir d'autres également avec d'autres personnes, comme par exemple une qui vient souvent, c'est la culpabilité du survivant. Pourquoi moi je suis là et pas les autres, etc. Donc, là, on va pouvoir inclure ces émotions, toujours, vous remarquez, sans parler de ce qui s'est passé. Donc, même si je ressens toute cette tristesse dans mon corps, généralement, on peut le dire, si j'ai de la tristesse, on va avoir une sensation physique aussi. Donc là, on va inclure la notion d'émotion dans nos rondes. Je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Après, on a d'autres techniques. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais qu'on peut utiliser sur des personnes qui vont présenter dans la séance des symptômes dissociatifs. La personne nous dit, bah, c'est marrant parce que là, depuis qu'on en parle, j'ai l'impression que je suis à côté de mon corps. Donc, il y a une technique, vous la retrouverez également dans les vidéos, dans ce qu'on appelle la routine énergétique, on appelle ça le crochet ou le nœud de Cook. C'est une technique particulière où on fait des croisements, une respiration adaptée, qui permet de revenir dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Très intéressant pour justement contrer ces symptômes dissociatifs. Ce qu'on va faire également, si déjà on arrive à faire ça, ce qu'on a pu faire dans la séance, c'était le temps de clôturer. On ne fait pas des séances qui durent 3 heures. Déjà, si on a fait 45 minutes à 1 heure, c'est déjà bien. On va faire des prescriptions de tâches, c'est-à-dire qu'en EFT, on transfère la connaissance de l'outil. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, on l'explique aux personnes durant les séances. Je leur donne exactement ce que vous allez télécharger sur le site eft-pro.com et ça leur permet de continuer à faire le travail. Et donc, je vous livre juste le témoignage de cette personne, de dire, on a pu enfin passer une nuit sans avoir d'anxiolytique ni de somnifère, et on se sent quand même beaucoup mieux. Évidemment, s'il y a une altération du sommeil, c'est sûr que ça va faire empirer la situation. Après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est travailler sur ce qu'on appelle les cognitions dysfonctionnelles, c'est-à-dire les pensées altérées. C'est un peu comme si on avait une paire de lunettes avec des filtres,
et on voit la réalité distordue. C'est pas exactement ça. Par exemple, je pourrais avoir une paire de lunettes qui laisse passer que le négatif. Donc, je fais une abstraction de tout ce qui peut être positif et je vois que le négatif. Donc, on va s'intéresser justement au travail, on va identifier les pensées des personnes, on va en discuter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être pris en compte avec l'EFT, et on va continuer à travailler là-dessus de la même manière que ce que je viens de vous dire. La personne, par exemple, elle va nous dire de toute façon, je m'en sortirai jamais. Donc ça, c'est une pensée. Même si je m'en sortirai jamais, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis, et on va lui faire répéter des phrases en lien avec ses pensées négatives. Vous remarquez aussi une chose dans ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que on est focalisé sur le négatif. Ça, c'est quelque chose qui surprend énormément toutes les personnes qui ne connaissent pas l'EFT et qui se disent mais pourquoi est-ce que vous me faites dire des choses négatives? C'est pas quelque chose que vous allez... J'ai l'impression que ça va s'amplifier. En fait, pas du tout. Le principe de l'EFT, c'est un principe qu'on retrouve dans les thérapies cognitivo-comportementales, c'est le principe de l'exposition. Donc, on s'expose aux problèmes, donc on s'expose progressivement à nos pensées négatives et on stimule. Et c'est la concomitance des deux actions, l'exposition tout en faisant ces stimulations, qui permet de déprogrammer les réactions émotionnelles. Ensuite, on pourra travailler sur les images ou les sons intrusifs. Il y a vraiment ces espèces de flashs qui sont récurrents, des images qui s'imposent comme ça. Et donc, on va prendre l'image et on va pouvoir travailler dessus avec l'EFT jusqu'au moment, et ce n'est pas forcément ce qu'on va faire dès les premières séances, c'est qu'on va arriver à travailler sur le souvenir lui-même. Et donc là, il y a différentes méthodes, comme la technique du film, ou etc., qu'on va utiliser, et ça plutôt accompagné par un thérapeute. Et puis, éventuellement, on va faire une exposition in vivo, c'est-à-dire, en tant que thérapeute, on peut accompagner nos patients à aller dans des lieux auxquels ils n'iraient pas spontanément, ou peut-être qu'ils ont pris l'habitude de plus y aller. Par exemple, tous les lieux publics, un musée, je ne vais pas dans le musée, donc là, c'est aussi d'autres techniques qui sont des techniques de thérapie cognitivo-comportementale qu'on va exploiter tout en rajoutant, nous, l'utilisation de notre outil qui va permettre d'accélérer le processus. Alors, ce que je voulais faire, c'était avec vous partager mon écran juste pour vous montrer ce que vous allez pouvoir charger. Alors, il faut que j'aille sur partage d'écran et que je fasse ça. J'espère que voilà, ça devrait marcher. Voilà, là vous voyez normalement le site donc du réseau en fait de thérapeutes qu'on est en train de créer. L'idée c'est que donc moi je suis formateur de praticiens en EFT, donc j'ai des populations de psychologues, psychiatres, infirmières, thérapeutes, coachs, etc., qui viennent donc au sein de l'IFPEC, vous voyez notre adresse en dessous. Dans cette école de formation, on déroule vraiment toute la méthodologie, comment prendre les gens en considération. Et on a monté en fait un réseau, donc avec des personnes il y en a certaines qui font également leur formation. L'idée, c'est d'arriver sur un espace un peu neutre dans lequel on va mettre en commun des valeurs. Et l'idée, c'était de se dire, oui, mais il y a quand même pléthore de personnes qui font de l'EFT. On voudrait avoir un niveau qualitatif qui augmente progressivement. Donc, dans ce réseau EFT Pro, on a réuni des thérapeutes qui d'abord ont un bon niveau de formation et qui ensuite s'engagent à être supervisés. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont régulièrement, qui se challengent et qui s'évaluent avec leur pairs et qui travaillent sur aussi tout ce qui les active. Parce que par exemple, quand on travaille avec des personnes qui sont en état de stress aigu, en état de stress post-traumatique,
forcément qu'on est impacté en tant qu'être humain. Et donc, nous aussi, on doit évacuer ce qui nous a éventuellement chargés durant nos sessions individuelles. Donc, on fait ça en supervision. Et les thérapeutes qui ne sont pas supervisés, on peut se poser quand même des questions sur ce qu'ils deviennent à long terme, s'ils sont toujours en vase clos. Ce qui est aussi très important pour nous dans le réseau EFT Pro, c'est la notion de formation continue. Donc, tous les thérapeutes que nous sommes, on s'engage aussi à faire un minimum de formation chaque année dans des techniques thérapeutiques diverses et variées. Et puis, ce que je disais aussi, c'est cet engagement à être bénévole et à consacrer environ l'équivalent d'une journée par mois pour différentes causes. Et celle-là, par exemple, l'idée d'avoir mis une liste et de commencer à structurer cette liste sur notre site, on propose à des personnes qui auraient été victimes de ces attentats, de pouvoir entrer en contact avec un thérapeute et puis surtout d'être suivi dans le temps. Voilà. Ça, c'est la page dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, quand vous cliquez sur EFT Pro, vous arrivez sur un kit et vous pouvez télécharger tout ça gratuitement. Voilà, donc ça, c'était principalement les images que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas maintenant, Rafika, ce que tu souhaites faire. Ce qu'on aurait pu éventuellement faire, c'était prendre quelques questions-réponses, parce que ça fait 53 minutes que je parle tout seul, donc c'est pas que je m'embête. Mais, non, mais c'est tellement intéressant, Jean-Michel, justement. La question qui vient le plus souvent, c'est tu parlais des ancrages sonores, justement, le fait de ne pas s'orienter vers ces soucis de réactivité, comme tu disais, au niveau du son. Mais quand on a dit 300 mètres, 50 mètres de l'endroit où ça s'est produit, comment on peut faire, à moins de déménager? Là, évidemment, c'est sûr que faire de l'évitement, on baigne dedans. Mais au moins, ce qu'on peut faire là, c'est déjà travailler sur ce qui nous touche. La personne, par exemple, elle habite à 300 mètres. J'y pensais ce matin en écoutant les témoignages. La personne qui était collée contre son mur, qui se disait s'il y avait peut-être une balle qui va rentrer, etc. Voilà. Alors, si c'était dans l'instant... C'est arrivé, le monsieur a pris une balle à travers le mur du Bataclan, on l'a retrouvé 3 jours après. Ouais. Donc, je pense, par exemple, je pensais précisément au témoignage de Sandy. Là, si les personnes ils sont activées, qu'elles n'osent plus sortir, l'idée c'est de travailler déjà sur toutes les sensations physiques, même si je suis complètement angoissé, complètement bloqué. Parce que tout ça, cet état de stress qui se prolonge, provoque bien sûr des sensations physiques, des lourdeurs, des tensions, enfin bref, plein de choses. Et donc on peut déjà travailler là-dessus. Et en restant juste simplement centré là-dessus. Maintenant, si la personne elle est chez elle et qu'elle se repasse le film sans arrêt, en tout cas le film, en tout cas la bande son, on va dire, même si j'ai entendu tous ces coups de feu, ces explosions pendant toute la nuit et que je ne savais pas ce qui se passait, je m'accepte totalement, complètement tel que je suis. Et ensuite, elle commence les stimulations. Toutes ces sensations, tout ce que je ressens dans mon corps, tous ces coups de feu, toutes ces explosions, j'ai eu vraiment peur, j'ai toujours très peur. Elle parle de son émotion au passé, elle parle de son émotion au présent, et elle enchaîne la séquence des points, sous le bras, sous la poitrine, au niveau du pouce. Et en fait, on prononce des phrases à haute voix. C'est pas obligatoire de les prononcer à haute voix. L'idée, c'est de rester concentré sur ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, nul doute que les gens qui sont dans cet état-là, ils sont complètement dedans. Hein. Donc, c'est pas la peine non plus d'en rajouter et de trop parler. L'idée, c'est, voilà, j'arrive, je commence à sentir que ça se calme en moi, et donc, à nouveau, je refais une ronde jusqu'à... L'objectif, c'est d'être complètement à zéro. Et dans certains cas... On peut faire ça sur les enfants également ? Bien sûr, on peut le faire. L'intérêt, c'est qu'on pourrait le faire en famille, en groupe. Donc, je veux dire, si la famille a été impactée, on se réunit. Et à la limite, ça se faisait, ça se fait toujours dans certaines cultures. On se réunit
avant, ça se faisait au coin du feu. On partageait nos histoires. Il y avait beaucoup plus de chaleur humaine. Donc, en fait, il y avait un côté thérapeutique qui était dans le lien des personnes. Aujourd'hui, on est comme des couillons devant nos ordinateurs. Alors, bon, on se voit et tout. Ça passe quand même. Hein. Mais là, on est en interaction. Mais si on est en train de jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, etc., et que, elle est où la chaleur humaine? Donc là, on peut se réunir, faire un petit cercle, et puis chacun peut parler de son vécu à condition que tout le monde soit en train de stimuler. Et donc, en faisant ça, on écoute la détresse de l'autre, on la partage, déjà rien que ça, quoi. Ça, c'est thérapeutique par essence. Hein. Si à partir du moment où il y a un psychiatre militaire qui a travaillé sur le concept d'attachement, le reliant justement à ces problèmes de stress aigu. Il explique qu'à partir du moment où, dans un groupe, dans une famille, ou dans une entreprise, de l'émotion peut être ressentie sans que ça déborde, c'est-à-dire, et là l'intérêt de l'EFT, c'est d'éviter le débordement. Donc on va parler à son rythme de ce qu'on a ressenti. Il peut y avoir des larmes, hein, mais le débordement, c'est repartir dans une émotion extrême pour aller dans ce qu'on appelle l'abréaction. Donc on contient l'émotion grâce aux stimulations de l'EFT. À partir du moment, en fait, on recrée une sorte d'attachement qu'on appelle sécure, donc sécurisant pour la personne. Elle se sent reliée aux autres. Et là, ça redonne de l'espoir, ça redonne du goût à la vie. Donc ça, c'est une très très belle et bonne façon de pratiquer l'EFT en famille. Et donc, quand je suis au sein de mon entreprise et que je sens qu'il y a cette tension avec mes collègues où tout le monde est un peu stressé, on arrive en retard parce que tout le monde prend sa voiture, tout le monde se méfie un peu des moyens de transport, comment je peux désamorcer? Est-ce que je ne vais pas me sentir un peu isolée par rapport à d'autres personnes qui, elles, essayent de vivre avec leurs difficultés comme elles peuvent? Qu'est-ce que je peux apporter comme aide justement à ces personnes-là et quelle aide je peux, j'allais dire, amener dans ces circonstances? Très facilement, vous voyez quelqu'un qui vous semble vraiment touché, pas bien. Prenons l'exemple. On était en formation, on a fait la minute de silence. Il y a des personnes qui étaient touchées par ce qui se passait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une minute de silence, mais version un peu particulière, puisqu'on a fait ce qu'on appelle le nœud de Cook, une posture particulière qui permet de se recentrer et tout en s'apaisant. À supposer que pendant cette minute de silence, il y a des personnes qui soient... En fait, le principe, c'est vous mettez la cheville gauche sur la cheville droite. Donc là, je ne peux pas vous le montrer maintenant, mais vous mettez le pied gauche sur le pied droit, comme ça. Ensuite, vous tendez les mains devant vous, vous retournez les mains, vous passez la main droite sur la main gauche, vous croisez bien les doigts comme ça, vous pliez les coudes et vous reposez le poing sur la poitrine. Et quand vous êtes dans cette position... Vous inspirez par le nez pendant 4 secondes et vous collez la langue au palais. Ça permet de connecter les deux méridiens, celui d'en bas et celui d'en haut. Et ensuite, vous soufflez par la bouche en laissant la langue en bas. Donc, vous faites ce mouvement avec la langue redescend. Et ensuite, on inspire par le nez pendant 4 secondes, langue au palais. Et vous soufflez par la bouche, langue en bas. Et on souffle pendant 6 secondes. Quand on fait ça, en fait, on est en train d'avoir un cycle respiratoire de 10 secondes. Et en fait, on se met dans ce qu'on appelle un état de cohérence cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise notre respiration pour entraîner et modifier les battements de notre cœur. Et notre cœur, quand on inspire comme ça 4 secondes et qu'on souffle 6 secondes, on le met, en fait, il dessine une sorte de sinusoïde. C'est-à-dire que le cœur accélère et ensuite, il ralentit. Il accélère, il ralentit. On appelle ça, c'est l'état de la cohérence cardiaque et ça permet d'avoir une action sur le système parasympathique. Ça ramène au calme. Donc voilà, déjà rien que ça, c'est quelque chose de hyper utile. Si maintenant il y a de l'émotion qui se dégage pendant cette minute de silence, on peut juste dire à la personne, ok, je vois que là vous êtes touché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Et elle va nous dire, je suis triste, j'ai une espèce de tristesse là qui me prend à la gorge. On va juste avoir besoin de lui dire, même si j'ai toute cette tristesse qui me prend à la gorge,
je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. On fait cette phrase, on la répète 1, 2 fois, 3 fois éventuellement, maximum, et ensuite on part à stimuler les points en disant « cette tristesse dans ma gorge, je me sens triste, cette sensation dans ma gorge, cette tristesse dans ma gorge, cette sensation dans ma gorge, etc. etc. » On continue à stimuler tous les points que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé notre séquence de FT, voilà, on regarde la personne, on lui dit « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce que c'est toujours la même chose ?» Voilà. Et on observe et on suit simplement l'évolution des symptômes de la personne. Et donc, par exemple, elle peut nous dire « C'est marrant, non, il n'y a plus qu'un seul côté. » Dans ce cas-là, on va réadapter notre phrase et on va dire « Même si je sens encore cette sensation dans ma gorge, on lui aura demandé si c'est de la tristesse. Ce qu'on peut lui demander aussi, c'est de lui dire « Ok, de 0 à 10, tu dirais que c'est à combien cette sensation avec cette émotion ?» Et donc, elle était peut-être à 7, elle descend, on voit que ce qu'on fait fonctionne, on continue jusqu'à arriver à 0. Si autre chose se manifeste, on le traitera également. Mais déjà, dans un premier temps, pour ne pas compliquer les choses, juste en faisant ça, déjà, vraiment, il y a des résultats qui sont tangibles. Je vous dis, par exemple, en Haïti, j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes de petites filles. Certaines avaient perdu leur papa. Elles avaient toutes des symptômes un peu différents. Une, c'était l'énurésie, pipioli. L'autre, c'était des réveils intempestifs. La troisième, des crises de colère, etc. Eh bien, on a fait un cercle. Et puis, on a commencé à parler de tous les problèmes de tout le monde en même temps. Donc, certaines disaient « je fais pipi au lit » alors que ce n'était pas vrai. Mais peu importe, il y avait une sorte de partage des symptômes. Après ça, on a fait des séances individualisées, donc en travaillant sur une personne, donc sur son cas à elle, et la collectivité, donc les autres petites filles et les deux mamans, étaient là, et elles répétaient les mêmes mots prononcée par la petite fille. Donc moi, j'utilisais ces phrases à elle, je stimulais les points sur moi en lui montrant en miroir comment faire. Elle répétait finalement ces mots qui étaient passés au travers de ma bouche. Ensuite, elle le répétait en même temps. La collectivité répétait. Et on faisait une ronde, ensuite on passait à la deuxième personne, etc. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une sorte d'emprunt des bénéfices. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'un, eh bien, fait tache d'huile sur les autres. Et donc ça, c'est une bonne manière aussi, collectivement, de se regrouper, de se réunir. On voit que, justement, on a besoin de liens. Donc, autant le faire. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, de mettre en application l'EFT dans des groupes de parole en soins palliatifs. Le principe, c'est que quand on est bénévole en soins palliatifs, on consacre une demi-journée par semaine, c'est donc un engagement assez lourd, et on allait donc dans un service, on appelle ça une USP, unité de soins palliatifs, dans un hôpital gériatrique à côté de Lyon. Et dans ce service, il y avait 10 lits, donc 10 personnes qui étaient proches du départ. Et on travaille sur notre présence, on est là en présence et on accompagne la personne. Des fois elle parle, des fois elle parle pas. Bon, c'est quand même quelque chose qui est lourd parce qu'il y a des gens que finalement on tisse des liens avec eux. On les suit pendant 1 mois, 2 mois, des fois certaines plus. Même il y en avait en fait qui arrivaient en soins palliatifs parce qu'on pensait qu'ils allaient mourir. Ils étaient tellement bien qu'ils commençaient à aller beaucoup mieux. Ils ressortaient des fois chez eux, puis après ils revenaient quelques mois plus tard. Donc il y a vraiment des relations fortes qui ont pu se créer. Et quand les gens partent, ça nous touche évidemment. Donc on met en place des groupes de parole pour que chacun puisse discuter. Le problème, c'est que si on fait que ça, que parler de nos problèmes, on s'est aperçu, les neurosciences nous montrent que parler et revivre encore et encore les mêmes choses, ça renforce les réseaux neuronaux qui sont en lien avec les problèmes. Donc du coup, moi j'ai dit, écoutez, si ça vous gêne pas, vous parlez, on fait la même chose, le même groupe, c'était un psy qui connaissait pas l'EFT, mais bon, il était ouvert et il n'a pas été gêné par ça. Simplement, on stimulait tous en même temps. Ça a changé
la physionomie des groupes de parole. Au lieu d'être plombé, on ressortait en ayant lâché déjà beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc ça, c'est des manières très, très simples de mettre l'EFT en application. Et franchement, il ne faut pas s'en priver, quoi. Et combien de temps je peux utiliser l'EFT jusqu'à la disparition de mon stress ou de la pression que je peux ressentir? Parce que finalement, quand j'ai des émotions très fortes qui viennent, est-ce que je dois plutôt les accueillir ou plutôt les refouler? Qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Les émotions, d'abord, il n'y a pas d'émotions négatives. Le problème, il provient du moment où l'émotion, elle perdure. Mais toutes les émotions, la tristesse par exemple, c'est super utile. Regardez le film Vice Versa. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est génial. En fait, c'est ce que la joie essaye à un moment de repousser un peu la tristesse. Elle veut pas qu'elle touche les boules qui contiennent les souvenirs parce qu'elle les colore en bleu, etc. Et puis il y a un moment dans le film, c'est un peu un tournant, où elle réalise qu'en fait, le moment de joie, le souvenir de joie, il suit quoi? Il suit un moment de tristesse. Et c'est parce que la petite fille a raté, je crois qu'elle a raté je sais pas comment ça s'appelle au hockey, un but, qu'elle est très triste, elle a fait perdre son équipe, mais toute l'équipe, justement parce qu'elle est triste et qu'elle pleure, l'équipe vient autour d'elle, prend soin d'elle, et à la fin, il la porte comme ça, un peu en triomphe, et ça se retransforme en joie. C'est exactement ça. Les émotions, elles ont vraiment toute une utilité. Bon, le truc, c'est que donc on va pas les refouler, certainement pas, on va les accueillir. On va les accueillir, les observer ce qu'elles font dans notre corps, éventuellement les nommer. Ça, c'est un boulot important à faire avec les enfants, par exemple, mais pas que, parce qu'il y a tellement d'adultes où on leur a dit il faut pas... le grand classique, c'est les garçons, ça doit pas pleurer, les filles, ça doit pas se mettre en colère. Donc socialement, c'est mieux pour un garçon de se mettre en colère et pour une fille de pleurer. On est tellement programmé que c'est à peu près ce qui se passe, pas tout le temps, mais ça se passe relativement souvent. Là, l'idée, c'est d'accueillir l'émotion, de la nommer, et ensuite de l'accompagner vers la sortie, si elle se prolonge de manière trop longue, justement grâce à ces fameuses stimulations. Et combien de temps je peux utiliser l'EFT, non? Vous pouvez... Alors, quand vous travaillez sur des émotions négatives, vous l'utilisez le temps que ça dégage. Après, moi je veux dire, alors c'est vrai que je suis un peu tombé dedans maintenant que je fais ça depuis 10 ans, mais je veux dire, le matin, j'écoute les infos. Plutôt que de rester là, parce que ça c'était samedi matin, donc j'étais en formation, j'avais rien entendu des infos, je mets la radio comme d'hab, mais là je commence à entendre, à réaliser, je me dis non mais c'est pas possible, et là j'ai senti la chair de poule, vraiment il y a le cœur qui accélère. Voilà, ce que j'ai commencé à faire parce que c'est devenu instinctif, c'est juste me stimuler en écoutant toutes les infos. Mais au moins, ça permet de doser et de diminuer la charge émotionnelle, de ne pas arriver complètement en vrac dans ma formation et être incapable d'aligner 3 mots tellement que je suis perturbé par tout ça. Donc du coup, si on arrive à bien doser et à mieux gérer ces émotions, on a les idées plus claires. Et donc moi, immédiatement, j'ai contacté les personnes du réseau EFT Pro pour dire « Ok, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce que je propose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc, j'ai passé le relais, comme j'étais en formation, à d'autres personnes qui ont commencé à faire le buzz et à proposer notre bénévolat et la mise à disposition auprès des personnes qui en ont besoin. Voilà. Il y a d'autres questions? J'attendais que vous terminiez... J'attendais la fin de votre phrase. Justement, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur est-ce que c'est pas être dans le déni d'arrêter la télévision et d'arrêter l'information, parce que finalement, ça peut rassurer certaines personnes de savoir où est-ce qu'on en est, de suivre le fil d'actualité. Et c'est vrai que ça peut stresser, mais en même temps, ça rassure pour savoir si je suis réellement en danger ou pas. Comme si les médias avaient cette emprise sur nous. Alors, il ne faut pas confondre le déni, parce que déjà c'est difficile d'y échapper, et puis la consommation excessive d'infos. Par exemple, la jeune femme, elle m'a dit « c'est fou, c'est bizarre, mais j'ai une espèce de besoin morbide
de consommer de l'information. Je passe tout mon temps à lire, je suis sur Internet, je regarde tout ce que je peux regarder, je vais sur Facebook, j'échange avec les amis. Donc du coup, elle se baigne là-dedans, quoi. Et je lui dis, bah, faites l'essai juste pour voir, quoi, de simplement vous mettre un peu à la diète médiatique. Donc, de toute façon, on ne peut pas y échapper, hein. Où vous tournez la tête, il y a forcément un journal, un truc, des conversations, etc. Mais l'idée, c'est de réduire ça, ou alors de sélectionner son info. On peut, par exemple, aller chercher une info sur un site sérieux, validé, etc. Parce que le problème, c'est que les infos succèdent. Enfin, j'écoutais ce qui s'est passé à la République. Donc, vous entendez tout et n'importe quoi, il y a de quoi hyper s'activer, et puis finalement, au bout du compte, bah non, après vous avoir bassiné pendant 1 heure, on nous dit, bah non, finalement, globalement, c'était rien. Voilà. Mais ça, sur une personne qui est déjà chargée émotionnellement, ça a un impact négatif. Donc, c'est pas du déni du tout, hein. C'est, voilà, vous faites un point info, si vous voulez, avec une télé ou une chaîne ou un canard sérieux, et puis on se pose. C'est simplement d'éviter de se surexposer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour garder l'espoir? Parce que pour le moment, on est plombé par une forme d'ambiance comme ça, effectivement morbide, où on a l'impression que c'est la fin du monde. Quel message positif vous avez envie de partager? Ben, en fait, je lisais récemment, enfin, j'ai reçu un mail de Dawson Church, qui est un épigénéticien, c'est un chercheur américain qui pratique aussi l'EFT et qui va participer là prochainement à un séminaire qui s'appelle Demain tous mutants, qui a lieu à Reims samedi et dimanche là. Et il m'a demandé de lui organiser une formation il y a de ça quelques mois. Et il m'a envoyé justement un texte, une séquence, un script EFT. Il ne savait pas trop quoi faire, lui de son côté. Il m'a dit, ben voilà, tout ce que je peux faire, c'est... j'ai pensé à écrire un texte, un script d'EFT. Et comme ça, si ça peut servir aux gens, ben, je le partagerai volontiers. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être, pour les personnes qui souhaitent, reprendre une partie de ce script. Vu que c'est assez long, on ne va pas en faire pendant trop longtemps, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon Facebook, c'est-à-dire vous tapez Guret, G-U-2-R-E-T, sur Facebook, et vous trouverez la totalité de ce script. J'ai eu beaucoup de messages de remerciements de personnes qui m'ont dit, écoute, j'étais super bouleversé et j'ai fait plusieurs fois ce script dans la journée et franchement, ça m'apaise. Donc, c'est OK pour le faire? Je vous entends plus. Pardon, oui, vous ne m'avez pas entendu? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, Ok. c'est intéressant. D'accord. Faut le Alors, faire. donc, on va commencer sur du négatif et puis on va aller vers un peu de positif par la suite. Donc, le principe, c'est que je stimule ce qu'on appelle le point karaté, et puis je prononce une phrase. Je vais attendre un moment parce que vous êtes censé la répéter. Donc, vous le faites chez vous, à voix haute, ou etc., ou dans votre tête. Donc, même si je ne comprends pas cette tragédie insensée, et même si je ne peux pas croire que l'on puisse faire une telle chose, et même si je ne peux pas croire que tout ça se passe, je m'accepte profondément et complètement. Là, on stimule le début du sourcil. Je ne peux pas imaginer les choses qui se passent dans le monde, au coin de l'œil. Je ne peux pas croire que l'on vive dans un monde où telle chose soit possible. Sous l'œil, pourquoi commettrait-on un acte pareil? Sous le nez, ça n'a pas de sens. Sous la lèvre inférieure, ça n'a pas de sens de faire du mal aux autres. Sous les clavicules, ça n'a pas de sens de causer une telle souffrance.
passer directement sous le bras. Ça n'a pas de sens de causer une telle violence. Et là, pour raccourcir, on passe directement au point karaté. Et même si toute cette violence et toute cette souffrance n'a pas de sens, je m'accepte profondément et complètement. Respirez bien profondément. On peut même le répéter. Et même si toute cette violence et toute cette souffrance n'a pas de sens, je m'accepte profondément et complètement. Et on enchaîne sur « ça aurait pu être moi ». Ça aurait très bien pu être ma famille. Sous les yeux, ça aurait pu être mes proches. Sous le nez, ça aurait pu être mes amis. Ça aurait pu être n'importe qui. Toutes ces victimes, toutes ces souffrances, toute cette violence, je ne peux pas les aider. Je ne peux même pas m'aider. Je ne peux pas aider ceux que j'aime. Je ne peux protéger personne. Tous les regrets que je peux avoir, je ne peux aider aucun d'eux. Je ne peux même pas m'aider. Je ne peux pas aider les personnes que j'aime. Et même s'il n'y a rien que je puisse faire, je m'accepte tel que je suis. Rien que je puisse faire. Je peux vraiment rien faire. Je sais pas du tout quoi faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Vraiment rien. Je sais pas comment aider ceux qui souffrent. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. Je m'accepte profondément et complètement. Je m'accepte profondément tel que je suis. Et je m'accepte complètement tel que je suis. Et encore une suite, où là on entre un peu plus dans le positif. J'envoie maintenant de l'amour avec tout mon cœur. Je l'envoie à tous ceux qui souffrent, à cause de cette tragédie qui n'a vraiment pas de sens. J'envoie maintenant de l'amour avec mon cœur à tous ceux qui souffrent à travers le monde. J'envoie maintenant de l'amour avec tout mon cœur à toutes ces personnes que je ne connais pas, à toutes les personnes et tous mes amis, toutes les personnes que je connais. J'envoie maintenant de l'amour avec mon cœur et je l'envoie à moi-même. Je l'envoie aux parties de moi-même qui souffrent. J'envoie cet amour aux parties de moi-même qui sont dans la violence. Je l'envoie aux parties de moi-même qui sont insensées. Aux parties de moi-même qui font du tort aux autres. Qui font du tort à moi-même et aux autres. Et même si je ne suis pas parfait, je m'accepte profondément et complètement tel que je suis. Et même si je ne suis pas parfait, parfaite, je m'accepte profondément
complètement tel que je suis. Voilà, donc c'est une version un peu raccourcie. Vous avez la version encore plus longue sur le Facebook dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, en quelques mots, enfin quelques mots, ça fait un peu plus que quelques mots, ce que je pouvais dire dans un premier temps, franchement, moi ce que je retiens de cette technique, c'est qu'elle est simple, elle est vraiment efficace. Il y a des preuves scientifiques qui montrent qu'elle est efficace, on a mesuré l'efficacité de la technique. On commence à savoir comment ça fonctionne et donc je vous en ai un peu parlé là. Utilisez-la, c'est gratuit, c'est avec les outils qu'on met à votre disposition maintenant. Vous pouvez commencer à la pratiquer. Si vous êtes sceptique, c'est bien normal, restez-le, faites le test. Voilà. Et si ça fonctionne, continuez. Si vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas, après, libre à vous de classer ça. Voilà. Mais moi, je pense vraiment à toutes les personnes qui ont vécu ces atrocités. Ce que j'en ai entendu de la part de ce couple, franchement, je suis heureux de pouvoir les aider. Je sais que mes collègues praticiens EFT, ils sont comme moi, ils sont à disposition. Voilà, on ne fait pas de prosélytisme sur l'outil EFT, simplement, voilà, on peut aider. À notre niveau, petit niveau, on va dire, on sait que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. On ne prendra pas trop de personnes. Moi, pour ma part, je ne vais pas multiplier le nombre des prises en charge. C'est très bien de se respecter, de respecter son timing. Bon, moi, je me déplace pas mal. Là, je serai sur Reims. Après, je reçois Dawson Church. On a un séminaire qui mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine. Donc, je vais caler. J'ai un Skype, par exemple, demain matin avec une des personnes. Ce que je veux faire, c'est du suivi à mon niveau et le faire le plus correctement possible sans avoir 50 personnes. Donc, merci. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi tous mes collègues EFT Pro, les autres aussi, qui dans leur coin font la même chose, se portent volontaires. Je trouve ça que c'est vraiment très très bien. À partir du moment où on ne confond pas l'enthousiasme, le bénévolat et puis l'amateurisme, c'est super. On peut vraiment aider, et je demande que ça d'ailleurs. S'il y a des associations aussi qui ont besoin ou qui seraient intéressées par ce qu'on pourrait faire, parce que j'avais déjà contacté la Croix-Rouge, pas en rapport avec les attentats, mais d'autres associations. Nous, vous savez que globalement, le jour où on sera 200, on aura 200 jours par mois à offrir en tant que bénévole pour justement aider dans des situations comme celle-là, mais on pourrait très bien aussi monter des permanences pour les SDF où moi je suis le premier à partir à l'étranger et aussi le premier à vouloir organiser quelque chose sur le territoire national. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel, parce qu'effectivement on contribue à notre niveau. J'espère de tout cœur que ce webinaire a pu quand même aider beaucoup de personnes ce soir. Vous retrouverez tous les liens nécessaires en dessous de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous allez passer au-delà de tous ces sentiments d'angoisse, de peur, et que ça a pu aider un grand nombre d'entre vous. Merci Rafika, merci à toutes et à tous. Je crois savoir que vous étiez très nombreux ce soir, donc j'étais très touché. Et puis j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer à Rafika, et dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre et de vous apporter un maximum d'informations complémentaires. En tout cas, merci Jean-Michel. Une très belle soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Michel.